adhésion locale à vos projets. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler légèrement différemment. En fait, on est sur les questions d'acceptabilité sociale des projets. Donc, il y a différentes façons de le formuler, mais on est bien sur la problématique de définir comment, lorsque l'on lance un projet, faire en sorte que ce projet, effectivement, ne soit pas retardé ou bloqué. Hein. C'est bien ça la finalité. Donc, pour cet échange hein, qui va durer 45 minutes, c'est quelque chose que l'on va faire à deux voix, donc avec Philippe Verviers et moi-même. Donc, on va commencer par voilà, se présenter. Donc, je vais le faire. Roger Torgeman, moi, j'ai rejoint Acceptables Avenir il y a à peu près un an. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez IBM. Euh, dans le domaine de la commercialisation et de la promotion de solutions technologiques. Et là, depuis un an, je me suis intéressé aux problématiques notamment de projets liés à la transition écologique, mais pas que, mais à la problématique plus large, effectivement, de l'acceptabilité sociale des projets, puisque l'on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de projets sont confrontés à cette problématique. Voilà, alors je vais laisser Philippe Verviers se présenter et ensuite on va dérouler l'agenda que je vous détaillerai tout à l'heure. Oui, bonjour, donc Philippe Verviers, merci Roger de l'introduction. Donc, mon passé, c'est plus dans de la recherche publique, hein. J'étais directeur de recherche chez NRS dans le domaine de l'environnement pendant près de 20 ans. J'ai fondé Accepta l'Avenir il y a 11 ans à partir des résultats d'un projet européen qui ont montré qu'on pouvait aborder différemment des problématiques très locales pour lesquelles il pouvait y avoir des conflits d'usage entre les différents acteurs du territoire, entre des aménageurs, quels qu'ils soient, et des gens qui vivent sur le territoire, et y compris les associations, les services instructeurs. Donc, je vais redonner la parole à Roger qui va introduire le propos. J'éclairerai notre démarche d'acceptabilité à travers quelques retours d'expérience, et je vais enlever ma caméra parce que j'arrête pas d'avoir des signaux qui me disent que j'ai une connexion Internet qui est instable. Donc, je vais couper le flux vidéo. Je te redonne la parole, Roger. Parfait, merci. Alors, oui, ce que je voulais proposer, donc bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Voilà, je souhaiterais que cette session soit effectivement l'objet d'un échange, hein, plus que d'une présentation ex cathedra. Donc, même si le degré d'interactivité est relativement limité, mais faites en sorte d'utiliser le chat, voilà, pour poser vos questions ou exprimer vos réactions de manière à rendre cette session la plus interactive possible. Donc, au niveau de l'agenda, au niveau des participants, j'ai observé effectivement qu'il y avait une grande diversité à la fois géographique, à la fois de fonctions, de postes, d'organisations différentes. Hein. Il y a à la fois des représentants de collectivités territoriales, d'opérateurs de la transition écologique, d'associations, de consultants. Donc, ce qui démontre que cette question de l'acceptabilité sociale, elle est effectivement partagée par beaucoup de parties prenantes. Donc, au niveau de l'agenda, donc on va commencer par effectivement définir un petit peu ce qu'on entend par l'acceptabilité sociale, donc le contexte et la définition, de manière à ce que l'on ait une base de discussion qui soit commune. Ensuite, dans un deuxième temps, on évoquera les dégâts causés effectivement par la non-utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale. Ensuite, nous verrons plus précisément les bénéfices d'une démarche d'acceptabilité sociale au travers non pas de 2 cas concrets, mais de 3 cas concrets. Parce que je pense que la meilleure façon d'illustrer, c'est effectivement de partager des expériences de réalisation concrètes.
Et ensuite, nous évoquerons la question de, effectivement, comment démarrer donc une démarche d'acceptabilité sociale. Hein, souvent, c'est la question clé, c'est-à-dire que la démarche nous séduit, mais c'est voilà, comment on enclenche la première. Et puis ensuite, écoutez, nous ferons une petite conclusion avec peut-être la reformulation d'un certain nombre de questions ou de remarques qui auront été donc distillées tout au long de ce webinaire. D'une façon générale, donc bien évidemment, on va évoquer des considérations assez générales. Ensuite, si vous souhaitez que l'on puisse approfondir telle ou telle réflexion dans votre contexte particulier, donc vous avez un bouton tout au long de la présentation, prendre rendez-vous, voilà, qui vous permet de façon très, très, très simple, effectivement, de pouvoir donc poster une demande de rendez-vous qui nous permettra ensuite d'avoir un dialogue plus spécifique par rapport à votre environnement. Alors, bon, l'acceptabilité sociale, donc j'ai titré ce que c'est, ce que ce n'est pas. Alors, ce que c'est, on va essayer de donner une définition, hein, il y en a des nombreuses et multiples, mais quelques éléments de référence. Donc, l'acceptabilité sociale est le résultat d'un processus au cours duquel le porteur de projet et les parties prenantes construisent ensemble les conditions à respecter pour qu'un projet s'intègre harmonieusement dans son milieu naturel et humain. Donc, bon, au-delà de cette définition un petit peu académique, il y a quelques caractéristiques essentielles à retenir. La première, c'est la notion d'anticipation. Il est effectivement fortement recommandé lorsque l'on souhaite donc entreprendre une démarche d'acceptabilité sociale de se situer le plus en amont possible du projet. Bon, il est arrivé à Philippe Verviers d'intervenir, je dirais, entre guillemets, en pompier dans des situations qui étaient bloquées. Bon, et il a pu effectivement contribuer dans bon nombre de cas, à les débloquer, mais c'est de loin pas la situation idéale. La situation idéale était effectivement d'être le plus en amont possible, c'est-à-dire dès la réflexion du projet, je dirais, dans la tête des porteurs de projet, de manière à être en mesure effectivement d'identifier l'ensemble des parties prenantes qui vont pouvoir être concernées par ce projet et de pouvoir donc agir, on verra dans le détail, à l'endroit de ces différentes parties prenantes. Le deuxième caractéristique importante dans une démarche d'acceptabilité sociale, c'est les notions de concertation, de co-construction, mais non de codécision. Il est clair qu'il y a un porteur de projet qui conserve ses prérogatives et sa responsabilité. Et donc, même effectivement, si l'on va mettre en place des procédures de concertation ou de co-construction, il est important, ne serait-ce que par respect des parties prenantes, de bien expliquer qu'on est dans un processus où les avis, les recommandations, les propositions d'un certain nombre de parties prenantes vont être analysées par le porteur de projet, mais que au final, bien évidemment, c'est au porteur de projet que revient la décision sur tel ou tel aspect. Ensuite, l'autre caractéristique importante, c'est les ajustements sur mesure. Donc, je parlais de la nécessité d'identifier l'ensemble des parties prenantes. Quand on fait ce travail d'identification des parties prenantes, alors parties prenantes, hein, pour expliciter, c'est toute entité qui va être impacté par le projet, aussi bien dans son, je dirais, sur l'aspect humain que sur l'aspect environnement naturel. Donc ça peut être des associations, des riverains, des citoyens, parfois des lobbies, des groupes de pression, l'administration. Voilà, c'est l'ensemble de ces acteurs que l'on donc qualifie de parties prenantes. Donc, quand on a fait en sorte d'identifier de façon la plus exhaustive possible ces parties prenantes, on va s'attacher à mesurer quel est leur degré d'adhésion ou d'opposition potentielle au projet.
Et c'est cette analyse qui ensuite va donc nous conduire à faire des recommandations extrêmement précises sur les efforts de communication ou de promotion ou de concertation qu'il va falloir mettre en œuvre vis-à-vis de chacune de ces parties prenantes. Autrement dit, si on identifie une partie prenante qui est plutôt, plutôt ou largement favorable au projet, il est clair qu'il ne sera pas nécessaire de déployer beaucoup d'énergie en termes d'acceptabilité sociale vis-à-vis de cette partie prenante. À l'inverse, vous avez parfois des parties prenantes qui n'apparaissent pas de façon très explicite comme des opposants potentiels, mais qui peuvent se révéler. Et donc, vis-à-vis de ces parties prenantes, il va falloir, au contraire, donc être extrêmement attentif, prendre en compte leur point de vue et là, pour le porteur de projet, déployer effectivement beaucoup d'attention et d'énergie à l'endroit de cette partie prenante. Ensuite, bon, clarté, transparence et respect des différentes parties prenantes, c'est ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il faut il faut que le porteur de projet soit dans un dialogue de clarté, en établissant un contrat très, très clair, hein, parce que l'objectif, c'est d'arriver à établir un contrat de confiance entre le porteur de projet et les différentes parties prenantes. Donc, sur ce qu'il sera envisageable de modifier, d'amender, et ce qui, à l'inverse, constituant, je dirais, l'épine dorsale du projet, ne sera pas modifiable parce que ça mettrait en cause la nature même du projet. Alors ensuite, ce que ce n'est pas, donc ce n'est pas un dialogue informel et spontané avec les citoyens. Je dis ça parce que parfois on rencontre des élus qui nous disent mais moi je discute avec mes citoyens sur la place publique ou le dimanche le jour du marché, mais en fait c'est très bien de le faire, mais ça ne suffit pas à constituer une véritable démarche d'acceptabilité sociale, parce qu'on verra qu'une véritable démarche d'acceptabilité sociale a un certain nombre de caractéristiques et d'ingrédients, notamment l'utilisation d'un certain nombre d'outils et de méthodologies qui permettent de donner du sens et de la signification à l'ensemble des informations qui sont récoltées. Alors, ce n'est pas non plus une simple application des obligations réglementaires. Je pense par exemple aux procédures d'enquête publique, parce que l'enquête publique, bon, déjà, elle intervient un certain temps après le lancement du projet, donc on n'est pas dans l'anticipation que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis, elle est relativement limitée et elle ne permet pas forcément de prendre en compte l'ensemble des points de vue. Et puis, ce n'est pas, dernier point, de la seule concertation, hein. Je dis ça parce que bon, vous avez un certain nombre d'agences ou d'entités qui font de la concertation, mais la concertation, comme je l'ai évoqué, est un des éléments et une des étapes potentielles d'une démarche globale d'acceptabilité sociale. Donc, c'est pas donc la concertation est simplement un élément qui s'inscrit dans une démarche globale et complète que constitue donc une démarche d'acceptabilité sociale. Alors, je ne sais pas à ce stade si vous avez des remarques ou des commentaires. Si tel est le cas, n'hésitez pas à les exprimer dans le chat, mais c'est clair. Bon, parfait, hein, Monsieur Tessier. Donc, voilà. Donc, si on a cette base, je dirais, de compréhension commune, on peut donc poursuivre l'exposé et donc évoquer effectivement à ce stade, bon, voilà, les dégâts causés par la non-utilisation d'une démarche d'acceptabilité sociale. Alors, bon, écoutez, à ce stade, je veux pas en faire des tonnes. Je pense que vous avez tous en tête des exemples tristement célèbres. Bon, Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins dans le Tarn. Donc, effectivement, des situations où, faute pour les porteurs de projets d'avoir introduit une véritable démarche d'acceptabilité sociale, on est arrivé à des situations de conflit, de blocage complet,
avec bon, parfois des situations humaines dramatiques, avec des oppositions violentes, des interventions de forces de l'ordre, j'en passe et des meilleurs. Donc, en tout état de cause, ce sont vraiment les situations et les démarches qu'il faut absolument éviter. Hein. Et je pense que vous avez tous des exemples dans vos régions, dans vos environnements, euh, qui, euh, qui font référence à ce que j'évoque là. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, donc, il y a des dégâts d'image. Il y a également, et ça, bon, des fois on le perçoit de façon moins nette, moins sensible, mais il y a également euh, des dégâts, je dirais, d'ordre financier. Ici, donc je vous ai présenté en fait une étude qui a été faite par des universitaires sur donc la gestion des déchets en Île-de-France et qui se sont donc attachés à mesurer à comparer le coût de la concertation et le surcoût des projets imposés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé des démarches de concertation. Donc, sur l'échantillon des projets qu'ils ont étudiés, ils ont, vous voyez, estimé que le coût de la concertation se situait entre 50 K euros et 200 K euros. Et à l'inverse, le surcoût donc, des projets donc, qui n'étaient pas concertés, donc le surcoût des projets imposés. Et donc les surcoûts, comme on l'a vu, sont liés au fait que quand effectivement on n'a pas introduit une démarche d'acceptabilité sociale et qu'après coup, a posteriori, il faut intervenir pour débloquer des situations, ça coûte effectivement bien plus cher. Et donc ces surcoûts ont été estimés de façon moyenne à, vous voyez, 2,65 millions d'euros. Donc, vous voyez, on est dans un rapport de plus de 1 à 10 entre le coût de la concertation et le surcoût lié à la non-concertation. Voilà. Donc là, j'évoquais effectivement les dégâts d'image, mais également les dégâts financiers que l'on n'évoque pas toujours de façon très explicite. Alors, donc là, on va évoquer donc les bénéfices d'une démarche d'acceptabilité sociale à travers 3 cas concrets. Et donc, je vais repasser la parole à Philippe, puisque ce sont des projets qu'il a menés, qu'il a conduits lui-même. Philippe, tu nous entends? Je vous entends, oui. Voilà. Je t'entends exactement. Donc oui, merci Roger pour cette introduction. Donc, avant de parler de ces retours d'expérience, je voulais apporter quelques précisions qui ont été déjà évoquées par Roger, mais qui ne sont pas forcément si évidentes que ça à exprimer, dans le sens que Acceptable Avenir est porteuse d'innovation. Alors, de quelle innovation on parle? On parle de cette innovation qui est donc une prise de conscience, je pense, de plus en plus forte de la nécessité de faire des projets différemment, que dans la façon de faire ces projets différemment, il y a l'outil de concertation qui est de plus en plus utilisé, et je pense qu'il faut toutes et tous s'en féliciter. Notre innovation, elle vient dans le fait que l'on a identifié l'importance de mettre dans les projets des process qui vont être plus d'une façon générale, c'est pour ça qu'on parle de démarche d'acceptabilité sociale, des process, donc qui vont englober toute dimension, toute action, tout outil, toute méthode qui va permettre de fabriquer de la convergence entre des parties prenantes qui, a priori, n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt, la concertation étant une des briques de cette démarche globale. Donc, qui dit innovation dit souvent difficulté à mettre en avant des retours d'expérience, puisque par définition, ce n'est pas des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Donc, les retours d'expérience que je vais vous montrer sont des retours d'expérience de concertation. Mais ensuite, dans un deuxième temps, je vous montrerai la façon dont on prend en charge cette dimension d'acceptabilité sociale d'une façon beaucoup plus large et beaucoup plus process adapté aux démarches projets. Donc, le premier projet que je voulais présenter, c'est celui donc d'un projet éolien. Donc, vous savez que les projets éoliens sont quasiment maintenant tous contestés, à la fois donc sur des contestations qui vont
des contestations qui vont porter sur les problèmes de voisinage, mais aussi des contestations sur la filière elle-même, hein. Donc, on a deux dimensions. Il y a le fameux NIMBY, hein, Not-in-My Backyard, donc le voisinage, et l'opposition sur la filière elle-même. Donc, notre propos à nous, ce n'était pas de prendre parti, bien évidemment, de savoir là-dedans ce qui est fondé ou pas. L'essentiel, c'est d'aller chercher sur un territoire quels sont les éléments, les motivations profondes, les attentes, les ressentis des acteurs du territoire, et d'essayer de construire avec ces éléments, donc, à travers des processus de concertation, comme je vous le disais, mais pas uniquement, on le verra tout à l'heure, de construire quelque chose qui va permettre donc de fabriquer de la convergence, qui va faire que le projet va se rapprocher du territoire. Donc, c'est ce que l'on a fait dans le cadre d'un projet éolien dans la Vienne, où on a pu fabriquer avec le territoire ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. C'est-à-dire, ce n'était pas le positionnement des mâts d'éoliennes, ce n'était pas la hauteur des mâts d'éoliennes, c'était qu'est-ce qui va être fait pour le territoire en accompagnement de ce projet éolien. Donc, ça veut dire ce que le développeur est prêt à proposer au territoire. Donc, la loi l'oblige à ce que ça soit directement relié à son projet, mais qui est en faveur du territoire. Et au lieu de le proposer tout seul, il a accepté de le proposer après avoir analysé quelles étaient les attentes du territoire, ce qui a permis de faciliter l'appropriation locale du projet et donc d'avoir un avis favorable à l'enquête publique. L'autre retour d'expérience que l'on a, c'est un projet de méthanisation. Donc, j'ai vu que dans les personnes qui participent, il y a des gens qui sont dans la filière de méthanisation. Donc là, on avait, jusqu'il y a à peu près 5 ans, uniquement des problématiques de voisinage, hein, c'est-à-dire des gens qui étaient inquiets de voir arriver près de chez eux des petites usines, ou des grosses usines d'ailleurs, ça dépend de la dimension, avec des inquiétudes par rapport aux problématiques d'odeur, aux problématiques de risque d'explosion, aux problématiques d'accroissement du trafic. Et puis, depuis 2-3 ans, notamment de ces parties de la Bretagne, où il y a pas mal de méthaniseurs, on s'aperçoit qu'il y a aussi actuellement donc une augmentation très très forte d'une opposition dogmatique par rapport à la filière elle-même, hein, la raison d'être même de la méthanisation. Donc on se retrouve exactement dans les mêmes situations que pour l'éolien, sauf que là on a affaire à des porteurs de projets qui la plupart du temps sont des agriculteurs, qui n'ont pas du tout les mêmes ressources internes que les développeurs d'énergie renouvelable comme les éoliennes. Donc on a affaire à des gens qui sont pris au dépourvu, qui sont démunis par rapport à comment faire en sorte que leur projet soit compris par leurs voisins, avec la difficulté que avant le projet, tout se passait bien puisque ils sont voisins et qu'ils se connaissent depuis longtemps, et qu'on commence à parler du projet, et d'un seul coup, il y a revirement de position des riverains, revirement de position des élus, et l'agriculteur ou les agriculteurs ne comprennent pas ce qui arrive et se demandent qu'est-ce qui peut être fait, avec de plus en plus des tensions très très fortes au sein des villages, puisque la méthanisation, c'est quand même plutôt dans les villages que ça se fait que dans les grandes villes. Je parle de la méthanisation agricole. Donc l'idée, c'est de trouver des moyens qui vont permettre de faciliter la vie du porteur de projet, de faciliter le, l'ajustement de ce projet à son territoire, qu'il pense bien connaître, mais il le connaît en tant qu'exploitant agricole et il ne le connaît pas en tant qu'exploitant d'une petite unité industrielle, même si c'est peut-être un mot fort. Et donc là encore, on s'aperçoit que d'injecter à l'amont un peu d'énergie dans comment faire le projet différemment, ça aura des conséquences assez positives, hein. J'ai écrit là qu'avec entre 5 et 10 kilos euros, on peut donner une feuille de route à un porteur de projet et que ça lui permet de sauver les 160 kilos euros d'investissement qu'il a déjà réalisé, puisque c'est quand même des investissements, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec les éoliennes, mais qui sont quand même importants, puisqu'on a affaire à des porteurs de projets qui sont dans le monde
agricole. Et là, on n'est pas forcément sur des outils de concertation. C'est une autre façon d'aborder la problématique. Et ce on est en train de voir, c'est que, et j'ai vu que l'INRA commençait à, l'Institut national de recherche agronomique et de l'environnement, commençait à se mettre sur ces pistes de recherche, c'est qu'on est en train de réfléchir à ne faut-il pas repositionner pas la méthanisation par rapport à l'exploitation agricole, mais plutôt repositionner l'exploitation agricole par rapport à la méthanisation. C'est-à-dire que la méthanisation deviendrait un point d'appui pardon, de l'exploitation et pas quelque chose en plus. Voilà. Donc ça veut dire que une démarche d'acceptabilité sociale, c'est vraiment de revisiter toutes les composantes hein, qui vont faire que les choses vont bien se passer. Et c'est pas uniquement le territoire qui est en cause, c'est aussi le projet. C'est quoi mon projet? C'est quoi mes motivations? C'est quel sens je veux lui donner? Et à partir de là, on peut probablement envisager d'une façon un peu plus sereine une adhésion, une appropriation locale. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est donc là, alors c'est un autre domaine encore, c'est parce que là, pour l'instant, je vous ai évoqué des projets qui font partie de ce qu'on appelle la transition écologique, hein, c'est-à-dire des projets qui sont porteurs d'amélioration vis-à-vis des objectifs que l'on s'est fixés à l'échelle française et peut-être mondiale de réduction du CO2 qu'on va envoyer dans l'atmosphère, ou plus généralement des gaz à effet de serre. Pour la méthanisation, c'est plutôt les gaz à effet de serre avec le méthane qui est capté. Et donc, malgré le fait que ça soit des projets qui donc s'inscrivent dans la transition écologique, il y a incompréhension locale, hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de porter un projet qui soit connoté environnement plus ou impact plus pour que l'acceptabilité soit au rendez-vous. Et là, je vais vous parler d'un projet qui, pour le coup, alors lui, il a un handicap très fort, puisqu'il ne s'agit pas de s'inscrire dans la transition écologique, il s'agit de s'inscrire dans la vie de tous les jours, hein, puisque c'était l'ouverture d'une carrière, enfin d'une gravière en tous les cas, à proximité d'un lotissement. Donc, il y a plus d'impacts environnementaux et de voisinage qu'il y a de bénéfices environnementaux. Mais en tous les cas, la société au sens large du terme consomme des matériaux et a besoin de ces matériaux. Donc, pourquoi on vous a dit avec Roger que l'acceptabilité sociale ne se réduisait pas à la concertation? C'est que là, on a un cas très très précis dans lequel, avant que nous intervenions, il y avait eu 21 mois de concertation de l'entreprise avec les élus et les associations. Et tout se passait relativement bien, puisqu'ils avaient, pour le coup, fait une réflexion très forte de leur projet. Et ils proposaient ce que l'on appelle le réaménagement après extraction des graviers, du sable, de réaménager le terrain qui était agricole, de le remettre en agriculture, mais de passer d'une agriculture intensive à une agriculture de permaculture, hein, donc de l'agriculture bio très diversifiée. Et malgré ça, ils sont arrivés à vouloir discuter avec les riverains, qui étaient donc, on le voit un peu sur la photo, mais peut-être pas forcément d'une façon très visible, il y avait un lotissement d'à peu près d'une soixantaine de personnes, il y a eu un blocage immédiat. Voilà. Donc il a fallu repartir, j'utilise ce terme volontairement, en disant aux porteurs de projet, il faut absolument que vous acceptiez de repenser votre projet avec les riverains. Voilà. Donc c'était pour le coup un exercice de co-construction, donc qui s'inscrit aussi dans la concertation, mais qui a été organisé différemment, avec une acceptabilité, une acceptation de la part du porteur de projet de mettre en débat des choses qu'il ne voulait surtout pas voir, hein, notamment la distance de ce qu'on appelle la bande de retrait, c'est-à-dire qu'eux, ils étaient partis sur le fait qu'ils allaient être à 100 mètres du lotissement et on voyait bien que les gens étaient craintifs de cette proximité et on a convaincu le porteur de projet d'accepter de débattre d'une bande de retrait qui pouvait aller jusqu'à 500 mètres. Et le processus qui a consisté à dire on accepte de rediscuter l'essence même de notre projet a permis de fabriquer une convergence et de trouver un point d'accord entre les riverains et le porteur de projet. Donc il y a eu zéro recours et donc le projet vit bien son exploitation. Voilà.
Donc ça, c'était les trois retours d'expérience. Donc peut-être, avant que de vous parler d'une façon beaucoup plus générale de qu'est-ce que l'on propose en alternative à la concertation en tant que telle, peut-être qu'il y a des questions par rapport à ces trois retours d'expérience. Bon, écoutez, je vais me proposer d'aller un peu plus loin dans la présentation, ce qui n'empêchera pas que vous puissiez me reposer après des questions par rapport à ces retours d'expérience. Donc, Roger l'a évoqué, hein, l'idée, c'est de partir du bon pied, hein, si je peux me permettre cette expression, hein. Donc, c'est comment démarrer. euh, et l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche de processus. Alors, je vous présente à l'écran des choses un peu bizarres, probablement, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de l'information et de la ramener auprès des gens qui sont plutôt des gens qui ont une formation technique, ingénieurs, voire économique, mais qui ne sont pas forcément prêts, habitués à aller chercher de l'information qui est souvent subjective, affective et qui est pas évidente à traiter. Et ça, on le fait vraiment dans toutes les situations. Donc, je vous ai présenté trois projets pour lesquels on était plutôt dans des conflits qui étaient plus ou moins engagés, mais on travaille aussi de plus en plus sur des projets pour lesquels il n'y a pas forcément de conflit a priori. Je citerai pour exemple la ville de Rennes, qui a fait appel à nous sur la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. Ils ont fait appel à des entreprises techniques qui sont capables de mesurer exactement les consommations d'énergie et de savoir quels sont les postes de dépenses en énergie très forts qu'il faudrait corriger. Mais la ville de Rennes a aussi identifié le fait qu'il y avait des usages qu'il fallait faire évoluer. Donc, c'est une sorte on en parle de plus en plus, d'assistance à maîtrise d'usage que l'on réalise, qui est donc d'impliquer, d'identifier les moyens d'impliquer au mieux les usagers des bâtiments pour faire en sorte que les corrections techniques, technologiques qui vont être faites vont être efficaces. Donc on a visité des écoles par exemple et on voit bien que la rénovation c'est quelque chose d'obligatoire, mais on voit bien aussi que la question des portes qui sont entre la cour d'école, comme on dit, et les bâtiments, qui va gérer ces portes, comment le faire, ça va être une vraie question. Et on voit bien que là, que probablement, c'est pas de la technique, ou peut-être que ça sera de la technique, mais il faut d'abord, avant tout, identifier les freins et les leviers par rapport à ça. Donc notre démarche, c'est vraiment celle-là, c'est de se mettre le plus à l'amont que possible, de se mettre dans une démarche projet, puisqu'on a affaire à des gens qui développent des projets, qui ont l'habitude de poser des jalons, hein, des milestones, qui ont l'habitude de faire des calendriers, qui ont l'habitude de poser des actions à faire et d'avoir des livrables en point de mire, pardon. Donc notre objectif à nous, c'est très rapidement de donner à ces porteurs de projets, à ces développeurs, des outils qui vont leur donner une vision de l'acceptabilité potentielle du projet. Et l'acceptabilité potentielle du projet, donc ça, c'est de travaux de recherche-développement qu'on a fait avec les sociologues de Toulouse, hein, de l'université et du CNRS, on s'est aperçu qu'il y avait trois composantes très fortes dans l'acceptabilité. Je vais commencer par le plus évident, c'est ce que l'on voit à droite, hein, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes, hein, donc les gens, voilà, comme on dit, les gens. Et on pense souvent que l'acceptabilité, c'est avant tout une question que les gens n'ont pas compris, donc on va plutôt faire de la pédagogie. Mais l'acceptabilité, c'est une interaction entre des perceptions de ces fameux gens, c'est-à-dire les parties prenantes, la structure du territoire, ça c'est le pilier, enfin la partie du milieu de notre dessin, et à gauche le projet. En fin de compte, l'acceptabilité, c'est une résultante d'une rencontre entre un projet avec ses points durs, un territoire, qui est ce qu'il est, et des perceptions. Le territoire,
la probabilité qu'on arrive à faire changer le territoire au cours de la vie d'un projet est très très faible, hein. Alors, bien évidemment, on parle de projets qui ont des calendriers de l'ordre de 3, 4, 5, 6 ans en termes de développement. On n'est pas sur des projets qui durent 50 ans. Quand je parle de projets, par exemple, de 50 ans, je cite toujours le fait qu'il y a 50 ans, on était, par rapport au nucléaire, dont on parle beaucoup actuellement, sur des oppositions très fortes. Et maintenant, quand on voit l'opinion publique, on s'aperçoit qu'il y a plutôt une tendance favorable au nucléaire. Mais là, on est sur des périodes de 50 ans. Les projets dont on parle, c'est des projets qui se déroulent sur quelques années. C'est-à-dire que là, la probabilité que le territoire évolue en 2 ou 3 ans, elle est proche de zéro. Mais en revanche, il faut connaître le territoire, parce que le territoire, il va contraindre, il va créer un bruit de fond par rapport aux perceptions qu'auront les habitants, et il va aussi créer un- un contexte par rapport au projet. Donc, des perceptions qu'il faut connaître, qui sont dépendantes du territoire, et le projet en lui-même, on s'est aperçu, donc en travaillant avec les sociologues, qu'il était porteur lui-même d'aspérité qui pouvait faire en sorte que son arrivée sur le territoire ne se fasse pas tranquillement. Et pourquoi? Parce qu'un projet, en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y a 3 volets dans un projet, il y a 3 grandes dimensions. Il y a celle que tout le monde connaît. Alors, j'utilise souvent l'image de l'iceberg, hein, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est quoi celle que tout le monde connaît? Ben, c'est justement les dimensions techniques, les dimensions économiques, voire réglementaires, hein, c'est-à-dire la méthanisation, eh ben, ça va avoir telle dimension, il y aura telle quantité de ce qu'on appelle les intrants qui vont être amenés, il y aura des distances à respecter par rapport aux habitations, il y aura des choses qui seront autorisées, pas d'autres pas autorisées, mais ça représente un tiers de l'acceptabilité, du potentiel d'acceptabilité d'un projet. Les 2 autres tiers, c'est quoi? C'est d'une part le relationnel entre le projet et le territoire. Alors, le projet, bah, c'est à la fois des gens et à la fois de la technique. Et c'est aussi ce que nous, on appelle le portage du projet. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas de la dimension juridique d'un projet, quoique ça peut aussi être modifié par la dimension juridique, mais c'est quelque chose de sorte d'ancrage du projet par rapport pour le coup, aux acteurs du territoire. Donc, on a un projet qui souvent se présente en ayant bien travaillé sur un tiers de ces dimensions qui vont entrer dans l'acceptabilité. Donc, si on est très bon, eh ben, on n'aura fait qu'un tiers du chemin. Un territoire qui a sa structure, son histoire, et qui est prêt ou pas à accueillir un projet, et des parties prenantes, donc qui vont être motivées par leur référentiel, hein, c'est-à-dire leur culture, leur éducation, mais qui vont être aussi influencés par ce qui se passe dans leur territoire. Voilà. Donc notre façon de faire, c'est de faire cette analyse de ce triptyque et de donner très très rapidement, et là il n'y a pas de concertation, hein, c'est de donner très très rapidement aux chefs de projet, aux développeurs, une feuille de route avec des éléments semi-quantitatifs. Donc, vous voyez, il y a des gommettes rouges, vertes, jaunes. Derrière, il y a on ne donne pas les chiffres parce qu'on est dans une science exacte. En tous les cas, on est capable de positionner tous ces éléments les uns par rapport aux autres. Et cette feuille de route, le gros avantage qu'elle présente, c'est que bah, déjà, elle est efficace. On l'a testée plusieurs fois. Et en plus, elle est partageable. C'est-à-dire que vous pouvez si vous avez affaire vous êtes dans une entreprise où il y a une hiérarchie importante, vous pouvez partager ces informations avec tous les niveaux hiérarchiques. Si vous êtes plutôt en AMO et en relation avec un porteur de projet, vous pouvez partager avec lui d'une façon objective, c'est votre façon de voir la problématique. Et ça permet donc aussi de remettre à des gens qui ne sont pas spécialistes de l'acceptabilité des éléments qui vont pouvoir aller expliquer et présenter aux autres parties prenantes, notamment aux élus, si vous travaillez avec des élus ou si vous êtes des élus. Voilà. Donc notre objectif à nous, c'est d'être dans le process, voilà, un projet, c'est des processus que l'on met en œuvre pour atteindre un objectif. Et ben on dit il faut ajouter un process qui n'est pas forcément le plus coûteux, le plus énergivore, mais en tous les cas qui semble indispensable à l'heure actuelle. Roger, je te redonne Oui. la parole.
Voilà. Alors, effectivement, avant de conclure, est-ce que vous avez des réactions, des commentaires par rapport donc à l'exposé de Philippe sur cette restitution d'expériences concrètes à travers ces trois projets, et également donc sur l'exposé de Philippe donc sur les outils méthodologiques, hein, qui constituent effectivement une partie importante de la valeur ajoutée d'Acceptables Avenirs, comme ça a été expliqué par Philippe, puisqu'il y a eu beaucoup de R&D consacrés à l'élaboration et au développement de ces outils en partenariat avec le CNRS et l'Université de Toulouse. Voilà, donc par rapport à toute cette partie, très bien, donc je vois, pour moi c'est clair, merci. Alors j'attends. Marion qui nous dit, selon les résultats du diagnostic, vous arrêteriez complètement le développement d'un projet, car pour un projet à la ferme, marge d'action est limitée. Oui, je pense que c'est un projet, je pense que c'est un projet de méthanisation dont on parle. Euh, Donc, bah, écoutez, merci pour cet exemple parce que justement, euh, ça me permet d'illustrer un peu plus largement ce que je voulais dire sur ce que porte comme responsabilité un projet, hein. Donc, ça me permet de redécrire différemment. Donc, il y a un projet, dans l'acceptabilité, il y a trois dimensions qui jouent. Il y a la partie justement technique. Et vous avez raison, dans la partie technique, un projet à la ferme, la marge d'action est limitée. Ça, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives, hein. En revanche, la partie portage du projet et la partie relation avec le territoire, là, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est là et dans la méthanisation, c'est très compliqué. Parce que aller expliquer à un agriculteur qui vit là depuis 10, 20, 30, 40 ans, voir sa famille plus, qu'il faut qu'ils reconstruisent un relationnel avec le territoire parce qu'ils changent de casquette, là, c'est aussi très compliqué. Donc la marge de manœuvre, elle est là. Elle n'est pas sur la dimension technique, elle est sur la façon dont le projet va rencontrer son territoire. Et c'est vrai pour tous les projets, mais la méthanisation, c'est un bon exemple, quoi, parce que la méthanisation, c'est vraiment celui pour lequel il y a le moins de marge de manœuvre possible, et je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est un très bon exemple, parce que même les projets pour lesquels il y a beaucoup de marge de manœuvre technique, il faut qu'ils réfléchissent globalement. Il ne faut pas qu'ils réfléchissent uniquement sur la partie technique, c'est-à-dire reculer de 100 mètres ou, par exemple, hein, c'est vraiment des choses beaucoup plus complètes qu'il faut mener. Parce que, je le répète, vous pouvez avoir tous les ajustements techniques possibles. Si le relationnel et le portage du projet n'est pas au rendez-vous, ça marchera jamais. Voilà. Il y avait une remarque sur Est-ce- l'écotaxe. Il y avait une remarque sur l'écotaxe, et c'est Oui, vrai que, si je peux me permettre, que oui, en effet, l'écotaxe a été le bon exemple des bonnes intentions en termes de transition écologique, mais qui ont oublié de faire un diagnostic amont et de voir euh, où étaient les risques de percussion, j'appelle comme ça volontairement, du cadre de vie des gens. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que pourquoi il y a des réactions par rapport à telle ou telle chose, ben, déjà, c'est le terme réaction. Ça veut dire que quand vous réagissez, c'est qu'en principe, quand on réagit, c'est qu'on a mal quelque part, hein. Quand on se pique, on réagit. Voilà, donc ça veut dire que dans la transition écologique, il y a des bonnes intentions qui regardent la contribution, par exemple, à la réduction des gaz à effet de serre, mais qui ont oublié de regarder qu'il y allait y avoir un impact forcément, enfin qu'on ne le savait pas forcément à l'époque, mais qui allait être négatif. Si on fait référence aux gilets jaunes, n'oublions pas que tout ce qui a déclenché le mouvement, c'était avant tout des augmentations très fortes du prix des carburants, qui n'étaient peut-être pas d'ailleurs directement reliées à l'écotaxe, mais il y a eu les deux en même temps, et qui ont fait que il y avait un prix à payer qui n'était pas acceptable par certaines tranches de la population. Et même si globalement, c'était positif pour la France, pour certaines parties prenantes, c'était pas acceptable. ok.
Bien, alors je ne sais pas s'il y a encore d'autres remarques, questions ou commentaires. Je ne vois plus d'inscription sur le chat. Donc écoutez, on va conclure, hein. On va donc tenir le contrat des 45 minutes. Donc en conclusion, hein, donc ce que l'on a vu au cours de cet échange, donc c'est effectivement cette balance bénéfice-risque, hein, en matière d'acceptabilité sociale des projets, donc les risques d'image, hein, dont tout le monde est conscient, et également les impacts financiers que l'on a évoqués. Et ensuite, donc, le point donc, sur la question comment initier effectivement une démarche d'acceptabilité. Donc, vous l'avez vu à travers la présentation des outils. Donc, il y a cette phase de diagnostic qui est essentielle et qui permet, bon, la phase de diagnostic, ce n'est pas quelque chose de très lourd. Généralement, on l'a conduit dans un délai d'un mois, vous voyez, donc ce n'est pas quelque chose de très lourd. Mais au terme de cette phase de diagnostic, le porteur de projet est armé avec une véritable stratégie, c'est-à-dire qu'on va l'aider à identifier à la fois les, les- les points forts donc en termes d'acceptabilité, les points de vigilance qui vont demander donc un travail spécifique. Et donc, cette phase de diagnostic est clairement donc une façon de doter le porteur de projet d'une véritable stratégie très, très ajustée, très fine par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Enfin, dernier point, bon, comme je l'ai évoqué en début de présentation, bon, bien évidemment, on n'a pas vocation à pouvoir, donc, dans ce webinaire, traiter de chaque situation spécifique. Donc, on vous laisse la possibilité, pour ce faire, donc, comme je l'ai dit, de prendre des rendez-vous qui nous permettront donc ensuite de pouvoir donc, voilà, voir dans quelle mesure cette démarche peut s'appliquer à votre projet et votre situation spécifique. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention. J'espère que l'on aura répondu à vos attentes. Et puis, écoutez, peut-être à très bientôt. Ouais. Merci à tous, bonne journée et on va conclure la session. À très bientôt. Au revoir.